La fable du virus atypique et meurtrier a été vendue aux populations par les médias dits d'information, avec la collaboration de scientifiques opportunistes. Ceux-ci ont ainsi fabriqué probablement la plus grande supercherie dans l'histoire de la science. Pour en démonter le mécanisme, commençons par observer le graphique suivant montrant les 4 phases d'une courbe épidémique classique. La forme de cette courbe est typique de nombreuses épidémies depuis qu'elles sont mesurées en temps réel, c'est-à-dire depuis 1920 dans la plupart des pays. La durée est ici d'une centaine de jours et le point d'inflexion entre les phases 1 et 2 est situé vers le 30e jour. Ce point marque le passage d'une courbe convexe à concave, ce qui signifie le ralentissement de la propagation de l'épidémie. Rappelons que durant ces 100 dernières années, toutes les épidémies se sont éteintes naturellement, c'est-à-dire sans que ait été imposée à l'ensemble de la population la stratégie prétendument préventive que ces promoteurs qualifient de non pharmaceutique, mais qu'il convient en réalité d'appeler non médicale: confinement, distanciation, masque, lavage. Et si certains hôpitaux furent certes surchargés, comme cela est d'ailleurs le cas chaque année, il n'y a cependant jamais eu de surcharge de la capacité hospitalière nationale, y compris dans le cas de virus nouveaux. Ainsi, en Belgique, pays avec le plus haut taux de mortalité attribué à la Covid-19, la ministre de la Santé a reconnu que seuls 60% des lits de soins intensifs étaient occupés au pire de la crise, c'est-à-dire en avril 2020. Rappelons également que durant ces mêmes 100 dernières années, les prévisions des modèles épidémiologiques concernant la hauteur qu'atteindra la courbe épidémique se sont le plus souvent avérées de gigantesques surestimations. Alors, petite parenthèse, on constate donc également que la distribution statistique des erreurs de prévision n'est pas aléatoire. Il n'y a pas environ autant d'erreurs de sous-estimation que d'erreurs de surestimation. Il y a beaucoup plus de surestimation que de sous-estimation. La raison en est très simple. Si vous êtes un spécialiste des modèles épidémiologiques et que vous constatez que vos modèles ne fonctionnent pas comme instrument de prévision, vous pouvez alors être tenté de paramétrer ces modèles de telle sorte qu'ils vont produire des prévisions catastrophistes, car celles-ci attirent l'attention des médias et des décideurs politiques. Ainsi vous justifiez les subsides dont vous dépendez. Fin de la parenthèse. Pour démontrer logiquement la supercherie du covidisme, nous allons appliquer une méthode scientifique appelée expérience de pensée. En l'occurrence, elle consiste ici à poser certaines hypothèses, puis à en observer les résultats logiques, pour enfin comparer ceux-ci à la réalité observée. S'il y a correspondance, on peut alors en conclure que les hypothèses sont hautement probables. Hypothèse 1. Les modèles épidémiologiques sont incapables de prédire la hauteur qu'atteindra une courbe épidémique. Hypothèse 2. La stratégie non médicale, confinement, distanciation, masque, lavage, ne peut ni abaisser ni reculer le sommet d'une courbe épidémique. Enfin, hypothèse 3. Une épidémie apparaît, telle que sur le graphique, c'est-à-dire de même type que la plupart des épidémies mesurées depuis 1920, mais cette fois, le gouvernement impose la stratégie non médicale à l'ensemble de la population, et cela à partir du 20e jour sur le graphique. Ces hypothèses étant posées, il en résulte alors que des scientifiques à la solde du gouvernement pourront montrer, sur base de ce même graphique, que l'inflexion de la courbe observée au 30e jour est apparue une dizaine de jours après l'imposition de la stratégie non médicale, et en déduire que, par conséquent, celle-ci aurait provoqué l'inflexion. Or, dans le cadre de notre expérience de pensée, cela est impossible, puisque la première hypothèse postule précisément que la stratégie non médicale est sans effet. En réalité, l'épidémie en question s'est éteinte naturellement, comme toutes les épidémies précédentes. Évidemment, des scientifiques opportunistes ne manqueront pas de rétorquer que les modèles mathématiques avaient prévu que la pandémie pourrait atteindre une telle ampleur que les capacités hospitalières nationales seraient surchargées et que, puisque cela n'a finalement pas été le cas, eh bien, c'est donc que la stratégie non médicale fonctionnerait. Mais encore une fois, dans le cadre de notre expérience de pensée, cela est impossible, puisque les hypothèses 1 et 2 postulent que ni les modèles prédictifs, ni la stratégie non médicale ne fonctionnent.
Une explication plus crédible est tout simplement qu'il suffit de paramétrer le modèle de telle sorte qu'il produise des prévisions catastrophistes. Maintenant, confrontons cette conclusion à la réalité. Voici un extrait d'une étude réalisée conjointement par 3 universités flamandes, dont l'université de Leuven, qui est classée première en Belgique et parmi les 100 les plus réputées au monde. Je cite, « Par définition, le nombre d'infections dans une population augmente de façon exponentielle si aucune mesure restrictive n'est prise. » Fin de citation. Oui, vous avez bien lu. Par définition. Il suffit alors pour prétendument démontrer cette affirmation, du moins auprès de personnes crédules, d'afficher un graphique tel que celui-ci, publié par les auteurs de l'étude, et le tour est joué. Ceci n'est pas de la science, mais du scientisme, c'est-à-dire une supercherie. Pour une version écrite de cette vidéo, cliquez sur le lien dans le texte de présentation en dessous de la vidéo. Je vous invite alors à lire également la section consacrée à la stratégie non pharmaceutique pour constater que la surmortalité toute cause observée dans certains pays en 2020 fut très probablement causée par les nombreux effets pervers de cette stratégie non médicale, bien plus que par le virus lui-même.